Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau cours sur la notion de rêve politique qu'on approfondit ensemble. Premier temps, quelques excuses, désolé de ne pas réussir à être régulier dans la production des vidéos. Euh, J'enseigne, j'ai un métier par ailleurs, et donc voilà, j'ai des tas de choses à faire, et c'est terrible, j'arrive pas à être absolument régulier. Donc je vous prie de me pardonner ces écarts dans le rythme. Deuxièmement, comme vous avez remarqué, le cadrage est absolument insupportable. J'ai eu récemment un commentaire sur la question, donc je vous le dis. Je n'y arrive pas, je ne sais pas faire, je ne suis pas cadreur, je suis anthropologue, c'est pas pareil. Donc je vous prie aussi d'excuser ce mauvais cadrage, gna gna gna, comme qui dirait. Troisième excuse, je vous annonce en live que la bande sonore de cette vidéo sera assurée par la boîte de nuit à côté de chez moi. 3-4 jours, enfin, 3-4 soirs par semaine, il y a du boxon et j'ai pas d'autre temps pour enregistrer les vidéos, donc ben, c'est comme ça. Voilà, on a fait le tour des excuses, on peut commencer. Commençons. Alors voilà, je vous avais annoncé dans le programme, dans la première vidéo, que je souhaitais consacrer un temps qui prendra probablement 2 ou 3 vidéos par rêve à analyser des rêves politiques qui sont à notre disposition. Et le premier rêve que je voulais envisager avec vous, dans un rapport religion à pouvoir, c'est un rêve politique qui est porté aujourd'hui par l'État islamique. Alors, je m'intéresse à celui-là parce que d'abord, il est très frappant, il est très simple, il est facile à identifier, facile à décrire. L'État islamique déploie une telle propagande qu'on a du matériau et que par ailleurs, ça permet d'avoir un objet délimité. Il serait impossible, par exemple, de dire voilà, le rêve politique de l'islam, ça n'aurait pas de sens. Il y a des tonnes et des tonnes et des centaines et des milliers de formes d'islam différents à travers le monde et qui portent des rêves politiques différents selon le lieu et le moment dans lequel on les observe. Or là, on a un mouvement qui est né en 2006, qui a créé un État en 2014, qui a un développement territorial, même si ce dernier temps à se limiter en Irak, en Syrie, en Libye, au Yémen et un petit peu dans le Sinaï égyptien, qui par ailleurs se manifeste à travers des attentats, à travers le monde. On a qui contrôle sa communication, qui contrôle sa propagande, qui l'organise, et donc on a un objet délimité, simple, assez caricatural, en tant que rêve politique émis par un pouvoir qui se confond avec la religion qui le soutient. Euh, Entre parenthèses, un pouvoir s'appuie toujours sur une forme de sacralité, mais ici, la fusion est explicite, notamment à travers la notion de califat, mais on verra ça tout à l'heure quand on va commencer. Donc voilà, je veux vous présenter, vous parler un petit peu le rêve politique de l'État islamique. On y consacrera probablement 3 vidéos, celle-ci comprise. Alors, et voilà, il faut que je rétablisse le cadrage. Attention, entre les lumières, hop hop hop. C'est un métier, hein. Et je l'ai pas. Bien. Alors, la première chose qu'on fait ensemble, quand on s'empare d'un objet, c'est une délimitation. D'abord, effectivement, on ne parle pas de l'islam en général, on parle d'une forme de pratique de l'islam aujourd'hui, en tout cas qui se revendique comme telle, et qui est l'État islamique. Deuxième délimitation, mon propos ne portera pas sur le rattachement de cette doctrine-là à l'islam, sur l'histoire de la genèse de ce mouvement, sur ce qu'on pourrait appeler sa formation au pays de Cham, sur ses relations avec Al-Qaïda. On ne parlera pas non plus de son rapport aux autres courants que sont le salafisme, le wahhabisme, à l'intérieur du salafisme, le salafisme quiétiste, la position takfiriste qui consiste donc à considérer qu'à l'intérieur même de la religion, ceux qui sont chiites par exemple, ou d'une autre secte, enfin pardonnez-moi, d'une autre branche de la religion, sont à condamner. Le mot secte en anthropologie n'a aucune forme de caractère négatif. Bien.
Donc, voilà, on ne parle pas de questions théologiques, on ne parle pas d'une question sur une histoire longue. On ne parlera pas non plus de savoir si ils sont bons ou mauvais, méchants ou pas, est-ce qu'ils font des massacres, est-ce qu'ils font de la purification ethnique, est-ce qu'ils sont responsables de crimes contre l'humanité, contre le patrimoine de l'humanité, etc., etc. Non, de tout ça, on ne parlera pas, ça existe. C'est en débat, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est quel rêve politique est agi par cette organisation. Et aujourd'hui, on va se contenter d'en saisir les grandes lignes. Bien. Alors, vous savez qu'on dit souvent dans des cours d'introduction à la sociologie weberienne ou à la sociologie durkheimienne, d'une manière ou d'une autre, soit à travers la notion de neutralité axiologique, soit à travers l'idée durkheimienne de repousser les prénotions, qu'il faut s'astreindre, quand on est anthropologue ou sociologue, à une forme de neutralité, ou neutralité axiologique pour reprendre le terme weberien. Ben, c'est l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Suspendre à un moment donné vos valeurs pour étudier les valeurs d'un autre groupe. Donc étudier les valeurs sans porter de jugement de valeur tout de suite. Bien. Munis de toutes ces précautions, allons-y. Nous avons donc un mouvement, Daesh, l'État islamique, créé en 2006, et qui en 2014 a déclaré l'établissement d'un califat sur un territoire qui se partageait entre l'Irak et la Syrie. C'est un pouvoir, ce califat, qui investit l'essentiel des domaines du politique. Il administre un territoire, donc il a des rapports avec l'intérieur, il a des rapports avec l'extérieur, que ce soit des rapports d'allégeance, par exemple avec Boko Haram ou d'autres mouvements terroristes, que ce soit en menant des guerres, des guérillas, par des actions de terrorisme. Il a une logique de conquête, une logique de recrutement, une logique de propagande à l'extérieur et à l'intérieur. Il justifie son pouvoir, c'est-à-dire qu'il adresse la question de l'ambiguïté de la domination et des inégalités créées par l'exercice de son pouvoir. Et par ailleurs, évidemment, il adresse la question de la sacralité, notamment par la notion de califat. Califat, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, califat d'ailleurs littéralement, ça veut dire descendant. Et ça signifie que les représentants de l'État islamique, et notamment Abu Bakr al-Baghdadi et puis ses éventuels successeurs, se présentent comme justement des successeurs du calife, des successeurs en droite ligne du calife, ou des califes, et donc en un sens du prophète. Bien. C'est donc l'établissement d'une théocratie particulière, un califat, et qui déploie autour de lui, à des fins de propagande, mais aussi simplement dans sa construction et dans le projet politique qu'il incarne, un rêve politique, c'est-à-dire un ensemble de représentations qui figurent un avenir idéal. Bien. Alors, pour vous parler de cela, je m'appuierai essentiellement sur un texte très bien que j'ai trouvé sur Internet. J'en ai lu plusieurs, mais vraiment celui-là m'a convaincu le plus, qui est voilà, je vous le montre, un rapport produit par la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, l'Observatoire des radicalisations et la Fondation d'aide aux victimes du terrorisme. Et les auteurs sont Pierre Conessa, François-Bernard Huyghe et Margot Chouraki. Grâce leur soit rendue d'avoir écrit un court texte aussi clair et aussi intéressant. Bien. Alors la première chose qui frappe quand on s'intéresse à la doctrine de l'État islamique, c'est l'abolition des nationalités. On vous dit souvent dans un cours, par exemple, de théorie des relations internationales, truc très en vogue à Sciences Po, par exemple, que les mouvements terroristes sont transnationaux, mais que quand même on doit se poser la question parce que ils respectent, par exemple, Al-Qaïda respectait dans son organisation des spécialisations par nationalité. Dans la doctrine prônée par l'État islamique, il y a clairement une abolition de la notion de nation. Avant d'être un citoyen de telle ou telle nation, avant de se poser la question de savoir si on a des papiers ou pas, en fait, on se pose la question de savoir la religion qu'on a. Acquérir la nationalité de l'État islamique, acquérir la citoyenneté, acquérir le droit d'être là, cela consiste en une conversion religieuse et non pas dans l'acquisition de papiers.
C'est extrêmement important. On n'administre non plus une nationalité, on administre une croyance. Il y a certains passages qui sont particulièrement clairs. Alors je vous lis par exemple un texte de propagande de l'État islamique qui dit, pour un appel à la hijra, qui est le retour en terre d'islam pour les musulmans qui vivent en terre non islamique, en terre de mécréance, pour reprendre leurs termes, cet État est l'État des musulmans, et la terre de tous les musulmans. Déjà, ces deux choses-là sont très très intéressantes, mais on s'y attaquera plus tard. La terre, c'est vraiment l'objectif. Quand on parle d'un territoire, on parle de territoire, mais l'objectif c'est die ganze Welt, hein, c'est la terre entière. Cet État est l'État des musulmans, et la terre est la terre de tous les musulmans. Alors venez aux musulmans, où que vous soyez, que celui qui peut accomplir la hijra vers l'État islamique le fasse, car la hijra vers la terre d'islam est une obligation. Le Très-Haut a dit, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant, où étiez-vous, etc., etc. Alors évidemment, le texte est déjà très riche, parce que vous voyez, la source de légitimité, c'est Dieu, ce sont les anges qui viennent convoquer les gens à la hijra, mais n'importe qui peut venir, non pas en fonction de convictions politiques, non pas en fonction d'une nationalité, non pas en fonction d'une pureté raciale, toutes ces catégories-là sont abolies, c'est simplement en fonction d'une religion que l'on peut acquérir par la conversion. Bien. Alors, donc, on voit déjà à l'intérieur de ça une vision de l'humanité. L'humanité est, en gros, divisée entre ceux qui sont musulmans, ceux qui sont de mauvais musulmans et ceux qui ne sont pas musulmans. On verra ces classifications plus tard, elles sont très détaillées, je peux même les aborder dès maintenant. Il y a les sunnites salafistes du bon camp, les sunnites salafistes du mauvais camp, par exemple ceux d'Al-Qaïda, les sunnites qui sont dans l'armée irakienne, ceux-ci sont mauvais aussi, les chiites, alors c'est terrible, les alaouites, les autres groupes musulmans non sunnites qui sont à proscrire, puis viennent enfin les croisés et les juifs, enfin tous les autres, les occidentaux. Bien. Néanmoins, on pourrait encore faire un autre traitement de cette différenciation. Il y a nous, les purs, ceux qui ne sont pas encore purs mais qui pourraient le devenir, ceux qui ne sont pas purs et doivent être éradiqués ou convertis. Or donc, il y a clairement l'idée d'une division, mais qui n'est que temporaire, et qu'à travers la guerre, la propagande et le militantisme, le prosélytisme, on pourra détruire. Donc on doit, de manière urgente, forte, en répondant à un appel divin et urgent, à un moment historique et à la fois mythologique, sacré, partir de la pluralité et aller vers l'unité, détruire la pluralité et obtenir enfin la pureté. La pureté, c'est-à-dire un groupe parfaitement uni, un groupe parfaitement homogène. Mais ce groupe parfaitement homogène, il n'est pas divisé par la nation, il n'est pas divisé par la race, il n'est pas divisé par la classe, il est parfaitement uni. Donc, il n'est pas divisé par le territoire non plus. Donc voilà, le but, c'est d'obtenir une unité, une purification territoriale. On met en place une vision de la division, une classification, mais on veut la détruire. On cherche donc à obtenir une humanité, on s'adresse à l'humanité tout entière, en tant qu'entité homogène, qui n'est plus divisée par les classes, par la race et par la nationalité. Ce groupe de musulmans, on s'adresse à lui d'une manière particulière. On s'adresse à lui en disant, on va passer d'un état à un autre. Nous sommes les plus purs, mais nous avons été humiliés et affaiblis. C'est vraiment le terme qui revient le plus souvent, c'est l'humiliation. Nous avons été humiliés et affaiblis. Nous allons nous relever. Alors, nous allons nous relever, et pour se relever, pour établir l'ère islamique à la fois historiquement, territorialement et en termes de population, en termes de conversion de l'humanité, on va le faire par la guerre.
et par la conversion, et par le prosélytisme, etc. Mais c'est le moment d'une grande guerre contre Constantinople qui rassemble les juifs et les occidentaux, et les mauvais musulmans, corrompus si on veut bien. Cette division de l'humanité, et surtout cette perspective d'unification, justifie totalement la violence. Alors, il y a un autre passage que je veux vous lire. Un des idéologues de l'État islamique incite les partisans de l'État islamique à attaquer les civils au lieu de se focaliser sur des cibles militaires. Je lis le texte que je viens de citer directement. Nous avons été informés que certains d'entre vous ne peuvent perpétrer d'attaques car ils sont incapables d'attaquer des cibles militaires et éprouvent des difficultés à attaquer de prétendus civils. Un assaillant potentiel pourrait annuler son plan, incertain que les civils soient licites. Sachez que répandre le sang de personnes résidant dans le pays des croisés et des combattants n'est pas interdit. Il n'y a pas d'innocents là-bas. C'est extraordinaire de fusion des individus, de création d'une culpabilité collective à travers la perspective historique d'une unification de l'humanité. Il dit littéralement « tuez-les tous ». Tous ceux qui sont autres, tuez-les. Il n'y a pas d'innocents. Vous pouvez les tuer. Bien. Alors, reprenons un peu ces éléments. Nous avons donc l'idée de l'avènement d'un calife qui va réaliser une perspective historique qui nous ramène à un temps in illo tempore, vraiment à la fondation. On a une ligne directe en fait du calife, le premier de Mahomet, dirons-nous, à nos jours. Il est écrit dans le Coran, il y a à la fois dans la sourate, dans les textes, dans la sunna qui les accompagne. Selon les prédicateurs de l'État islamique, des textes qui annoncent déjà la guerre de 2017, enfin 2014 à 2017, du grand combat contre Constantinople. C'est d'ailleurs décrit, un tiers des musulmans abandonneront, un tiers des musulmans mourront sur le champ de bataille, et un tiers triompheront et créeront l'État mondial musulman dans lequel tout le monde sera salafiste et heureux et uni dans une espèce de pureté sans classe, ni race, ni nation. Donc on a ce temps in illo tempore, on a cette façon épiphanique de vivre à travers la guerre, la réalisation de la prophétie. Donc on est dans un présent qui est totalement justifié par la totalité des millénaires, par la totalité des siècles des siècles. On est dans un présent qui est particulièrement intense. On a donc un territoire, un État, un temps qui est maîtrisé, une sacralité qui est maîtrisée. Et à travers ça, revenons à nos petits axes que je vous avais proposés. Unité, pluralité, un territoire, pas de territoire. La partie de l'humanité, la totalité de l'humanité, la pérennité, ou au contraire des temps agités. Alors on se rend compte que on part d'une pluralité qui est néfaste pour aller vers l'unité. On est clairement du côté de l'unité. Le rêve politique, l'idéal, c'est l'unité totale, l'unité absolue. Ça ne parle pas d'une fiction qui serait déterritorialisée, ça parle bien de territoires qu'on doit unifier. C'est la terre qui doit devenir la terre des musulmans. Même si pour l'instant il y a la terre des mécréants et la terre des musulmans, là encore, à travers cette unification, on doit parler d'un territoire. Mais on parle bien d'un territoire. Alors, il est parfaitement clair que, là encore, si on prend humanité tout entière et partie, on part d'une humanité fragmentée et on adresse la totalité de l'humanité. En fait, et puis enfin, les notions de temps agité et de pérennité, je dirais que pour l'instant, on est vraiment sur la notion de temps agité. Pourquoi ? Parce que autant on devrait considérer que la guerre est un moyen d'atteindre le moment idéal et le moment parfait dans lequel tout est enfin pacifié et immobile et on revient à des règles immuables, tant l'essentiel de ce qui est décrit dans les textes de propagande, c'est la guerre. C'est le moment sacré de la grande transformation. Il ne leur appartient, pour ainsi dire, pas encore, de théoriser, de définir ce que sera le temps linéaire et constant du grand État islamique pacifié. Bien.
Alors vous voyez comment les quatre sont très très clairement liés, hein. Le temps agité, l'humanité tout entière, l'unité et le territoire terre. Bien. L'humanité est aujourd'hui divisée entre Occident, mécréants, chiites et peu-croyants. Il faut unir, purifier à travers la guerre. Et il ne se maintiendra dans le fond qu'une seule différence. C'est la différence homme-femme. C'est assez marrant. C'est-à-dire qu'on n'a pas de classification à travers les notions de race, à travers les notions de nation et à travers les notions de classe. Par contre, une fois éradiquée la différence religieuse, il demeurera une différence colossale, les hommes et les femmes. Les femmes étant là pour procréer, étant des génitrices, et les hommes étant essentiellement des combattants, des gardiens du sabre et du dogme religieux. Bien. Alors, évidemment, ce rêve a une forme de puissance, même si aujourd'hui on vient d'annoncer dans tous les médias que l'État islamique a perdu la ville de Raqqa. Il n'en demeure pas moins que ce rêve politique a attiré, à travers une propagande efficace, un grand nombre de jeunes gens. D'abord parce qu'il annonce une ère nouvelle, mais qui ne vient pas dans longtemps, qui se réalise maintenant sur un territoire. Bien. Deuxièmement, parce qu'il propose une prodigieuse simplification du monde. Il y a nous et les autres peuvent devenir du nous, ceux qui ne deviennent pas du nous, on peut les éradiquer. Le territoire est pour l'instant fragmenté, le sens de l'histoire est de le rassembler et de lui donner une unité totale. On supprime toutes ces choses complexes que sont les différences de classe, de race et de nationalité. On a comme ça un rapport direct et uniforme, homogène et en un sens horizontal à l'intérieur du groupe, à l'émetteur de la règle qu'on ne peut pas contester et qui est Dieu. Ce qui est d'ailleurs une espèce de négation de l'histoire, mais on voit bien qu'en appelant à une grande forme de stabilité, en appelant à une forme de grand ordre, en fait, les prédicateurs proposent d'entrer dans une phase de désordre extrême. C'est toujours marrant, quoi, quand on dit on va établir l'ordre idéal, parce qu'on rêve d'un ordre idéal, en fait, on propose une transformation extraordinairement violente. Bon. Alors, il demeurera à l'intérieur de l'humanité, qui ne comporte pas de peuple élu, pas de race élue, pas de classe élue, mais pas de caste, essentiellement la différence homme-femme. Bien. Ah tiens, un instant. Alors évidemment, on peut voir tout le caractère séduisant que peut avoir ce discours-là, notamment pour des gens qui souffrent de discrimination de classe, de race et de nationalité et d'origine. On peut voir ce que ce discours a de séduisant pour des gens qui ont le sentiment d'être discriminés dans leur rapport, dans leur façon de concevoir les rapports hommes-femmes. Et par ailleurs, parce que ça donne du pouvoir aux jeunes hommes, c'est extrêmement séduisant pour un jeune homme dont la vie est marquée au sceau de l'impuissance professionnelle et politique, de retrouver du pouvoir comme ça, professionnel, politique et sur les femmes, c'est quelque chose de... Bon, par ailleurs, on propose des significations qui sont fortes, qui sont cohérentes et qui font rentrer dans un monde de cohérence, dans un système parfaitement structuré de signification. Alors, au-delà de ce caractère séduisant, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est, j'appellerais ce rêve politique le rêve de la grande fusion. Et je garderai ces termes-là parce que il s'agit d'une fusion totale, hein, territoriale, de l'humanité. On abolit symboliquement, même si bien sûr il est repris par ailleurs, mais on abolit le politique puisqu'on obéit tous à la grande loi divine. On est tous des bons petits enfants de Dieu obéissants et on a purifié, on a résolu le problème politique. Il n'y a plus besoin de subjectivation, tout le monde est à sa place. Et tout le monde est à sa place parce que le texte, qui est absolument non négociable puisqu'il est dit par Dieu, a assigné à chacun sa place. Bien. Donc c'est le rêve de la grande fusion, oui, parce que moi je le considère comme un rêve qui se vit au présent. Donc c'est bien ça, c'est la grande fusion. On doit absolument absorber toute la différence. C'est le rêve de la destruction de la complexité, de la destruction de la différence. Donc simultanément, c'est le rêve de l'unité, de l'homogénéité et de la simplicité.
Je crois que l'image, voilà, de vraiment les petits enfants du mon Dieu, c'est très intéressant. Tous ces idéologues-là, d'ailleurs, seraient bien désarmés une fois la victoire acquise, arrivés au monde des Schtroumpfs, où tout le monde est bleu, tout le monde a un bonnet blanc, et il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de race, et il n'y a pas de problème de loi, il n'y a pas de problème de crime. Alors que faire de tous ces gens d'action, n'est-ce pas? La question se pose. Bien. Donc, voilà, je voulais partager avec vous la considération de ce rêve politique, mais en tant que ce qu'il est. C'est-à-dire la proposition de la grande purification, de la grande fusion, qui se caractérise par, voilà, si on reprend nos axes, le fait d'avoir saisi, temps agité, qui s'adresse à l'humanité tout entière pour viser une unité dans l'humanité et dans les territoires. C'est typiquement la négociation de la pluralité et de la conflictualité du politique. Donc c'est le rêve politique qui nie le politique, qui en demande avec passion l'abolition. C'est le rêve passionné de l'abolition du politique, qui naît de la reconnaissance des différences et donc de la reconnaissance de la conflictualité. Bien. Donc c'est une demande violente, extrêmement violente, d'abolition de la pratique consciente du risque politique. Bien. Alors, nous savons, il est établi que dans une théocratie, il y a du politique, c'est pas ça la question, mais c'est ça qui est demandé, c'est ça le rêve, c'est ça l'idéal. Voilà. Je vous propose de réfléchir sur ces éléments pendant la semaine prochaine. Et on reviendra sur les détails des textes de propagande émis par ce groupe la semaine prochaine, ainsi que sur des éléments qui nous permettront d'aller plus loin dans l'analyse. Un petit détail en passant. La semaine dernière, je parlais avec mes étudiants de première année de la notion de vérité, et je leur disais que c'était une notion, avant d'être un fait, c'est-à-dire la qualité caractérisant dans le cadre d'un système logique un énoncé, dans des conditions d'énonciation du vrai, on peut établir qu'un énoncé est vrai ou faux. Mais je disais, en réalité, toutes les sociétés produisent leur logique et les conditions d'énonciation du vrai. Dans la société État islamique, par exemple, l'énonciation du vrai, c'est non pas la qualité du processus logique qui est en cause, c'est la linéarité, c'est l'accord du propos avec la doctrine théologique en cours. Donc je leur disais, la notion vérité, en fait, c'est essentiellement une façon dont on définit ensemble le réel, on définit ensemble les règles qui, dans une société donnée, structurent la perception qu'on a du réel et qui a le droit d'en parler, qui a le droit de le négocier. En gros, c'est ça. Si on considère la vérité, non pas en tant que qualité d'un énoncé, mais en tant que catégorie sociale, on se rend compte que dans le fond, c'est une des façons de faire groupe, en disant la vérité telle qu'elle est conçue socialement à tel ou tel endroit, par exemple en respectant le dogme, ou en allant demander son avis au gourou ou au chaman, ou en procédant à une vérification scientifique impliquant une falsificabilité de mon énoncé. En fait, plus qu'une qualité logique, je suis en train de rechercher une qualité sociale, le fait d'appartenir. Et récemment, hier, je lisais un article sur l'intervention à la télévisée d'Emmanuel Macron qui disait tenir un discours de vérité, en disant que les gens étaient des fainéants, que les gens étaient ceci ou cela. Il disait, voilà, dans le fond, moi j'en ai marre des politiciens, moi je suis un technocrate qui dit la vérité aux gens. Et il dit pas ça, mais enfin, il disait tout simplement, je dis la vérité aux gens, or lui c'est un technocrate. Mais les deux ensemble, un technocrate qui dit la vérité aux gens. Et la critique du journaliste philosophe, c'était de dire, dans le fond, il est en train de nous faire la morale. Il est en train de nous faire la morale, il dit, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des bons, il y a des méchants, et celui qui dit la vérité est du côté du bon.
dans le cours avec mes étudiants, je leur disais, voilà, dans le fond, la vérité s'oppose beaucoup moins au faux qu'au mensonge et à la trahison. On trahit la vérité, on trahit le groupe à travers la trahison de la vérité. On cesse de parler du réel de la bonne manière. Je crois que cet article met le point sur quelque chose de très intéressant. Quand on commence à parler de vérité, on essaye de substituer la morale au politique et typiquement, dans le rêve d'abolition du politique, dans le rêve de grande fusion, dans le rêve de purification, qui n'est pas un rêve de symbiose de vérité, on a un rêve qui implique la présence d'une vérité non discutable. On cesse de parler de la vérité. La vérité n'est plus en question, il n'y a plus de falsification, il n'y a plus de falsificabilité. On a une vérité indiscutable et elle est au grand jour, elle a ses interprètes autorisés et c'est explicitement une condition d'appartenance au groupe. Il faut commencer par dire la vérité première qui est qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet son prophète pour appartenir au groupe. Vous voyez comme, dans le fond, ce régime de la vérité implique une condition sociale de négociation du réel, de ce qu'est le réel, comment on dit le réel, comment on dit ce qui est. C'est ça la vérité, c'est comment dire ce qui est. Ça se négocie collectivement, la plupart du temps inconsciemment. Bon, allez, cette fois-ci je vous laisse. Salut tes joies!